En quelques heures, Tindy Bin a changé de visage. Là où l'on attendait l'inertie du désert, l'Alliance du Sahel a déclenché une opération pensée depuis des mois en reliant des moyens artisanaux, des stations locales et des réseaux numériques dans une architecture commune, puis en faisant décoller des drones conçus sur place pour cartographier le terrain, réduire le temps de réaction et guider les unités au sol, tout en assumant le risque sans assistance extérieure. Que signifie pour vous l'approche d'Ibrahim Traoré ? Sans béquille. Un futur proche se réécrit ici. Ce récit propose une promesse claire, comprendre comment une opération localisée peut redéfinir, au-delà du terrain militaire, la notion même de souveraineté dans le Sahel. L'enjeu est direct, saisir ce qui se joue lorsqu'une région longtemps décrite comme dépendante tente de bâtir ses propres réponses, avec ses ressources, ses compétences et ses contraintes, sans déléguer le cœur de ses décisions. Pour le spectateur, le bénéfice est simple. Lire derrière les images et les annonces une méthode, ses effets concrets et ses limites potentielles, afin de distinguer l'événement ponctuel du changement structurel, car le risque est réel. Si cette dynamique échoue, elle renforcera l'idée que l'autonomie régionale n'est qu'un slogan fragile face aux pressions sécuritaires, économiques et diplomatiques. A l'inverse, si elle tient, elle ouvre un précédent lourd de conséquences pour l'équilibre régional. C'est dans cet espace étroit, entre promesses et vulnérabilité, que s'inscrit la trajectoire d'Ibrahim Traoré, observée désormais bien au-delà du Sahel. En moins de 48 heures, des systèmes auparavant dispersés ont été synchronisés. Cette capacité de coordination rapide, révélée dès les premières images satellites, a surpris même des observateurs régionaux habitués à la fragmentation chronique du Sahel. Ce mini-révélateur change la lecture de l'événement. L'opération de Tindy Bin n'a pas été improvisée. Elle a été préparée méthodiquement en amont par un réseau conçu et ajusté localement. Pour comprendre cette bascule, il faut replacer l'épisode dans son contexte. Pendant des décennies, les interventions dans la région reposaient sur des chaînes de décision longues, souvent dépendantes d'acteurs extérieurs, et sur des dispositifs importés peu adaptés au terrain. À Tindy Bin, l'Alliance du Sahel a inversé cette logique. Des ingénieurs, des unités militaires et des autorités des 3 pays ont travaillé à une architecture commune, réorientant des technologies simples vers un usage tactique précis. Le principe était volontairement sobre. Mutualiser des moyens limités pour créer une plateforme de défense autonome. Cette approche, encouragée par Ibrahim Traoré, rompt avec la réaction réflexe qui consistait à appeler un soutien extérieur à chaque crise majeure. Ici, l'expertise née du terrain devient le moteur principal de la réponse sécuritaire. Ce choix explique pourquoi la coordination a pu se mettre en place si rapidement. Les acteurs se connaissaient, partageaient les mêmes contraintes et opérèrent dans un cadre pensé pour leur réalité. Le désert de Tindy Bin cesse alors d'être un simple espace hostile. Il devient un laboratoire stratégique où s'expérimente une souveraineté construite pas à pas. Ce contexte éclaire la question ouverte au début. Ce qui paraissait impossible, une autonomie fonctionnelle et coordonnée, commence à prendre forme dès les premières heures de l'intervention. Au cœur de cette séquence, un fil conducteur apparaît non par l'exhibition de la force, mais par la manière d'organiser l'action collective. Plutôt que de concentrer l'attention sur un commandement centralisé, la méthode met en avant des équipes mixtes capables de relier le politique, le technique et l'opérationnel. Cette logique se lie dès les premières heures, lorsque des cellules locales prennent l'initiative de résoudre des problèmes concrets sans attendre des instructions venues de l'extérieur. Un premier microcas l'illustre clairement. Au sud de Tindy Bin, une unité chargée de tester les communications a reconfiguré en quelques heures un équipement artisanal pour assurer un relais stable entre des forces auparavant isolées. Le geste est modeste en apparence, mais son effet est immédiat. Il réduit les angles morts, fluidifie l'échange d'informations et renforce la confiance entre unités de pays différents. Un second exemple montre l'impact humain précoce de cette organisation. Dans une zone frontalière, de jeunes officiers issus de communautés longtemps marginalisées sont intégrés à une cellule de coordination régionale. Leur connaissance fine du terrain accélère la circulation des alertes et améliore la cohésion interne. Cette intégration n'est pas symbolique. Elle modifie la vitesse et la qualité de la prise de décision. Ces signaux précoces
indiquant que l'opération dépasse le cadre strictement militaire. Elle inaugure une manière de faire où la souveraineté se construit autant dans l'organisation quotidienne que dans l'action ponctuelle. Autrement dit, une méthode locale peut produire des effets immédiats. Avant l'aube, la situation semblait figée, puis tout a basculé lorsque l'Alliance du Sahel a activé une séquence préparée depuis plusieurs mois. Le déclencheur n'a pas été une frappe spectaculaire, mais une décision structurante. Reconfigurer en amont l'ensemble des capacités militaires et logistiques des 3 pays pour qu'elles fonctionnent comme un seul système. Cette phase initiale, largement invisible pour le public, a posé la base d'une action capable de surprendre par sa cohérence plutôt que par sa puissance. La montée en intensité s'est ensuite déroulée rapidement. Des drones conçus localement ont décollé non pour attaquer, mais pour cartographier le terrain et transmettre en temps réel des données exploitables aux unités au sol. Cette première couche d'information a permis d'identifier des zones à risque, d'anticiper des mouvements adverses et d'ajuster les déplacements des troupes. Là où auparavant chaque unité avançait avec une vision partielle, la coordination a créé une lecture partagée du terrain. Le moment de bascule intervient lorsque les centres de renseignement interconnectés commencent à traiter simultanément les alertes. Les informations circulent sans rupture entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les délais de réaction se réduisent, la prise de décision se fluidifie et les actions deviennent complémentaires plutôt que concurrentes. Cette synchronisation marque le cœur de l'opération. L'adversaire perd l'initiative, incapable de comprendre comment des forces perçues comme fragmentées agissent désormais avec une telle précision. Au pic de l'intervention, l'objectif n'est pas la démonstration de force, mais la maîtrise du rythme. Les unités au sol avancent, se repositionnent ou se retirent en fonction des données reçues, évitant des confrontations inutiles. Cette logique réduit l'exposition humaine et limite les pertes, tout en maintenant une pression constante. Ibrahim Traoré, en privilégiant la préparation discrète à l'affichage public, imprime ici une orientation stratégique claire, gagnée par la méthode plutôt que par la saturation. L'onde de choc se fait sentir immédiatement. Sur le terrain, les mouvements adverses sont désorganisés, leurs repères habituels devenant inopérants face à une lecture dynamique du désert. Dans les cercles d'analyse internationaux, un étonnement mesuré apparaît. Une opération conduite sans assistance extérieure atteint un niveau d'efficacité rarement associé au Sahel. Les comparaisons implicites avec des interventions longues et coûteuses soulignent le contraste. Dans les heures finales, l'accent se déplace vers la consolidation. Les axes stratégiques sont sécurisés, les communications stabilisées et les unités repositionnées pour prévenir tout contre-coup. Cette phase, moins visible mais décisive, transforme une réussite tactique en dynamique durable. Elle montre que l'opération n'était pas une parenthèse, mais l'expression d'une doctrine en formation. Ce déroulé, du déclenchement à la stabilisation, révèle une transformation plus profonde, une manière de concevoir l'action collective fondée sur l'anticipation, la coordination et l'appropriation locale. La question reste ouverte. Cette méthode peut-elle tenir dans la durée ? Avant l'opération, les capacités de coordination de l'Alliance du Sahel étaient limitées par des délais longs et des flux d'informations fragmentés. Puis, en l'espace de quelques mois de préparation et de quelques heures d'exécution, un basculement mesurable s'est produit. Le premier indicateur clé concerne le temps de transmission des alertes, passé d'environ 12 minutes à 90 secondes. Cette réduction radicale ne signifie pas seulement aller plus vite, elle change la nature même de la décision opérationnelle en donnant aux unités une marge d'anticipation inédite. Ce delta temporel a une conséquence directe. En recevant l'information presque en temps réel, les unités peuvent éviter des zones dangereuses, contourner des pièges et coordonner leurs mouvements sans attendre des validations multiples. La vitesse devient un facteur de protection. Elle réduit l'exposition inutile et transforme l'information en avantage tactique plutôt qu'en simple rapport à de posteriori. Cette amélioration illustre comment une donnée apparemment technique modifie en profondeur la gestion du risque humain. Un deuxième chiffre éclaire l'efficacité de la méthode. Les pertes humaines de l'Alliance sont restées sous la barre des 20 hommes pendant l'opération. Ce niveau,
rapporté à des missions comparables menées auparavant dans la région, apparaît nettement inférieur. Le contraste avec des interventions étrangères souvent associées à des ratios bien plus élevés souligne un point central: la précision opérationnelle, rendue possible par la coordination locale, peut réduire significativement le coût humain sans nécessiter de moyens lourds importés. Le troisième élément quantifiable concerne la structure même du renseignement. 3 centres interconnectés ont remplacé des postes isolés et vulnérables. Cette centralisation n'a pas créé une lourdeur bureaucratique. Elle a permis une analyse simultanée des signaux provenant de terrains différents. Les alertes sont hiérarchisées plus rapidement, les priorités ajustées en continu et les décisions prises sur la base d'une vision régionale plutôt que fragmentée. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une chaîne cohérente. D'abord la collecte, grâce à des drones et capteurs adaptés au terrain. Ensuite la transmission accélérée, qui comprime les délais. Enfin l'exploitation immédiate, qui transforme l'information en action. Chaque maillon renforce le suivant. La méthode encouragée par Ibrahim Traoré ne cherche pas à impressionner par des volumes, mais à optimiser des flux. Ces données ne valent pas comme des trophées statistiques. Elles servent à démontrer qu'une approche endogène, même fondée sur des outils simples, peut produire des résultats comparables à des structures beaucoup plus dotées. La souveraineté, ici, se lie dans la maîtrise des chiffres autant que dans les discours. Elle devient mesurable, donc évaluable, et ouvre un débat nouveau sur ce que signifie réellement l'efficacité dans le contexte sahélien. Les premières analyses critiques de l'opération de Tindy Bin s'articulent autour de 2 objections principales qui, prises isolément, paraissent cohérentes. La première affirme que l'autonomie stratégique démontrée par l'Alliance du Sahel serait difficilement soutenable dans le temps, faute de ressources économiques solides. Selon cette lecture, une région exposée à des contraintes budgétaires, à des pressions diplomatiques et à une instabilité chronique finirait inévitablement par épuiser ses capacités, rendant le retour à une dépendance extérieure presque inévitable. La seconde critique se place sur un terrain plus politique. Elle soutient que l'absence d'appui étranger fragilise la stabilité globale de l'Alliance. Sans partenaires extérieurs pour équilibrer les rapports de force, le modèle sahélien risquerait l'isolement, perdant progressivement l'élan qui a permis la réussite initiale. Dans cette perspective, l'endogénéité ne serait pas un moteur durable, mais un pari risqué, susceptible d'amplifier les vulnérabilités existantes. Ces 2 arguments méritent d'être examinés à partir des faits observables. Sur le plan des ressources, l'opération montre que la contrainte n'a pas conduit à une fragilité structurelle, mais à une optimisation continue des moyens disponibles. Les technologies adaptées au terrain, conçues localement, ne compensent pas un manque par imitation, mais par adéquation. Leur robustesse et leur simplicité réduisent les coûts de maintenance et prolongent leur efficacité opérationnelle. Sur le plan politique, la coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'a pas produit un isolement, mais une rationalisation des choix. L'intégration de jeunes officiers, la mise en réseau des centres de renseignement et la circulation plus fluide de l'information témoignent d'une cohésion accrue plutôt que d'un repli. La méthode soutenue par Ibrahim Traoré ne rejette pas l'extérieur par principe. Elle redéfinit les termes de la coopération en partant d'une base maîtrisée. Ainsi, les critiques gagnent en pertinence lorsqu'elles prennent en compte les contraintes régionales, mais perdent de leur force lorsqu'elles ignorent les transformations concrètes déjà à l'œuvre. L'autonomie observée n'est pas une posture idéologique, elle apparaît comme une méthode testée, ajustée et validée par ses résultats immédiats. Ce qui s'est joué à Tindy Bin ne tient ni à une supériorité d'armement, ni à un avantage technologique importé. Le cœur du basculement réside dans une architecture pensée pour transformer la manière d'agir collectivement. Là où l'on attendait une victoire liée à des moyens visibles, l'Alliance du Sahel a démontré qu'une organisation sobre, cohérente et adaptée au terrain pouvait produire un effet décisif. Cette révélation change l'échelle de lecture. L'opération n'est plus seulement un succès ponctuel, mais l'expression d'un modèle reproductible.
En privilégiant la circulation rapide de l'information, la coordination interétatique et l'appropriation locale des outils, la méthode crée un avantage cumulatif. Chaque action renforce la suivante, non par accumulation de puissance, mais par alignement des décisions. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le catalyseur de cette bascule. Son rôle n'est pas de centraliser l'action, mais d'imposer un cadre où la discipline organisationnelle prime sur l'improvisation. Cette approche explique pourquoi l'ennemi perd l'initiative sans affrontement spectaculaire. Il fait face à un système qui anticipe plutôt qu'il ne réagit. Ce passage met en lumière un changement plus profond que l'événement lui-même. Si la méthode prévaut sur les moyens, alors la question centrale devient claire. Quels effets concrets cette architecture peut-elle produire, au-delà du champ militaire, lorsqu'elle s'inscrit dans la durée ? Les effets de l'opération de Tindy Bin dépassent largement le cadre militaire. La question ouverte plus tôt trouve ici ses premières réponses tangibles, visibles à plusieurs niveaux de la société sahélienne. En observant les conséquences concrètes, on mesure comment une méthode fondée sur l'initiative locale peut produire des transformations cohérentes et interdépendantes. Pour les États, la première conséquence est institutionnelle. La coordination sécuritaire renforcée crée une capacité nouvelle à définir des priorités communes entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les centres de renseignement interconnectés deviennent des outils de gouvernance autant que de défense. Cette structuration réduit les décisions improvisées et renforce la crédibilité des institutions nationales auprès de leur propre population. Sur le plan économique, les effets apparaissent rapidement. La sécurisation des axes stratégiques permet la reprise des échanges transfrontaliers, avec une augmentation estimée à environ 22% dans les premiers mois. Les marchés locaux, longtemps paralysés, retrouvent une activité régulière. Les commerçants et les agriculteurs bénéficient d'une circulation plus fluide des biens essentiels, ce qui stabilise les prix et redonne une marge de manœuvre aux économies locales. Pour les populations, l'impact est d'abord quotidien. Dans les villages frontaliers, la diminution des incidents armés modifie les routines. Les déplacements redeviennent possibles sans escorte permanente. Les familles réinvestissent des espaces abandonnés, les écoles rouvrent plus régulièrement et la peur diffuse recule, même si elle ne disparaît pas totalement. Cette amélioration, encore fragile, transforme néanmoins la perception de l'avenir. À l'échelle régionale, la méthode sahélienne modifie les rapports avec les acteurs extérieurs. Là où la dépendance semblait inévitable, l'alliance apparaît désormais comme un interlocuteur, capable de négocier depuis une position moins vulnérable. Les observateurs internationaux, surpris par la cohérence de l'intervention, réévaluent le rôle du Sahel dans l'équilibre géopolitique régional. Ces 4 séries d'effets se renforcent mutuellement. L'institutionnel soutient l'économique stabilise le social, et le social renforce la légitimité politique. La trajectoire encouragée par Ibrahim Traoré montre ici que la souveraineté cesse d'être un concept abstrait pour devenir une réalité mesurable, inscrite dans les pratiques, les échanges et les perceptions collectives. À partir des dynamiques révélées à Tindy Bin, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent rien, elles décriveraient ce que les mécanismes déjà observés rendent possible, selon la manière dont ils seront consolidés ou fragilisés. Le scénario de base repose sur la continuité maîtrisée. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger maintiennent leur coopération sécuritaire sans accélération majeure. Les centres de renseignement interconnectés fonctionnent de manière régulière. Les axes stratégiques restent globalement sécurisés et les échanges transfrontaliers poursuivent une croissance modérée. Les tensions sociales persistent mais demeurent contenues. Dans ce cadre, l'Alliance cherche avant tout à préserver ses acquis, en évitant de retomber dans une dépendance extérieure systématique. Le scénario optimiste suppose une montée en maturité du modèle. La discipline organisationnelle démontrée pendant l'opération inspire des réformes plus larges, y compris dans les administrations civiles. Les marchés régionaux se connectent davantage, soutenus par une sécurité plus prévisible.
La coopération sud-sud se formalise, renforçant la légitimité politique de l'Alliance. Les jeunes officiers intégrés aux cellules de coordination deviennent des relais de transformation institutionnelle. Cette trajectoire ferait du Sahel un précédent régional capable d'articuler autonomie, innovation et stabilité. Le scénario dégradé met en lumière les fragilités. Une pression extérieure accrue, des fractures sociales internes ou des blocages politiques pourraient affaiblir la cohésion de l'Alliance. Les structures communes se fragiliseraient, les priorités nationales divergeraient et la tentation de recourir à une aide extérieure redeviendrait forte. Même dans ce cas, l'expérience de Tindy Bin ne disparaît pas. Elle demeure une référence, un modèle partiel susceptible d'être réactivé. Ces scénarios posent une question centrale, sans y répondre. Si la méthode fonctionne, quelles conditions concrètes permettront de la stabiliser dans le temps? La transformation enclenchée à Tindy Bin ne se lie pas uniquement dans les rapports de sécurité ou les cartes stratégiques. Elle traverse la vie ordinaire de millions de personnes, là où les effets d'une décision collective deviennent concrets. Dans les villages frontaliers, la baisse des incidents armés permet aux familles de reprendre des gestes simples, longtemps suspendus. Ouvrir une boutique au lever du jour, emprunter une route sans attendre un convoi, envoyer les enfants à l'école sans la crainte permanente d'une embuscade. Pour les jeunes, l'impact est tout aussi tangible. L'intégration d'officiers issus de régions longtemps marginalisées dans les cellules de coordination change la perception de l'avenir. Elle montre que la protection du territoire n'est plus réservée à des structures éloignées ou imposées, mais qu'elle peut devenir un espace d'engagement local. Cette visibilité nourrit un sentiment d'utilité et redonne du sens à des trajectoires souvent marquées par l'incertitude. Dans les zones rurales, les coopératives, notamment féminines, relancent des activités interrompues par l'insécurité. La reprise progressive des marchés et des circuits d'échange redonne une valeur au travail quotidien. Ces dynamiques, discrètes mais cumulatives, soutiennent la reconstruction économique et sociale sans dépendre de programmes extérieurs lourds. Pour le spectateur, même éloigné du Sahel, ces scènes offrent un angle différent. Elles rappellent que la sécurité n'est pas une abstraction géopolitique, mais une condition préalable à la dignité quotidienne. La méthode soutenue par Ibrahim Traoré, en reliant souveraineté et initiative locale, invite à réfléchir à ce qui permet réellement à une société de reprendre possession de son temps, de son espace et de ses choix. Transformer l'élan, né à Tindy Bin en cadre durable, suppose une trajectoire claire, articulée en étapes concrètes, directement issue des dynamiques déjà observées sur le terrain. Cette feuille de route ne projette pas de rupture artificielle. Elle prolonge une méthode éprouvée. Il s'agit d'abord d'institutionnaliser la coordination régionale. Les mécanismes communs de décision doivent être stabilisés autour de procédures partagées entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les centres de renseignement interconnectés offrent une base opérationnelle solide. Leur consolidation permettrait de réduire la dépendance aux réactions d'urgence et d'ancrer la coopération dans le temps. Il faut ensuite renforcer la souveraineté technique. Les outils adaptés au terrain, parfois artisanaux mais efficaces, doivent être produits, entretenus et améliorés localement. Cette logique, encouragée par Ibrahim Traoré, vise à sécuriser les chaînes de maintenance et à limiter les vulnérabilités liées à l'importation de technologies inadaptées. Vient aussi la nécessité d'investir dans la formation continue. Les jeunes officiers intégrés aux cellules de coordination nécessitent un accompagnement fondé sur la pratique. La transmission des compétences accélère la prise de décision et renforce la cohésion institutionnelle, tout en préparant une relève ancrée dans la réalité sahélienne. Enfin, instaurer une transparence mesurable pourrait faire la différence. Un suivi public des indicateurs clés, incidents sécuritaires, circulation économique, fonctionnement des structures communes, renforcerait la confiance des populations. Cette lisibilité est essentielle pour légitimer un modèle fondé sur l'organisation plutôt que sur la démonstration. Ces étapes répondent directement à la question laissée ouverte plus tôt: comment faire durer une souveraineté démontrée? La réponse n'est pas spectaculaire, elle est méthodique. Au sud de Tindy Bin,
Le geste initial paraît toujours modeste. Une unité a réorganisé un équipement artisanal pour maintenir un relais stable entre des forces dispersées. Ce détail, évoqué plus tôt, prend ici une autre dimension. Il résume une transformation intérieure, celle d'un territoire qui apprend à compter d'abord sur ses propres capacités, non par défi, mais par nécessité organisée. Ce fil discret traverse l'ensemble du récit. Les villages frontaliers qui retrouvent des routines simples, les jeunes officiers intégrés dans des cellules régionales, les équipes techniques qui adaptent leurs outils au désert. Tous participent à une même dynamique. La souveraineté cesse d'être une proclamation abstraite. Elle devient une expérience vécue, faite d'ajustements concrets et de décisions assumées. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure de mise en scène que comme un point d'articulation. La méthode qu'il a encouragée, sobre et pragmatique, a permis à des acteurs locaux de se projeter au-delà de l'urgence. Elle a redonné une forme de dignité collective à des espaces longtemps décrits uniquement par leur fragilité. Cette conclusion ne ferme pas l'histoire. Elle rappelle qu'un changement durable commence souvent par un geste simple, répété avec constance, jusqu'à devenir une norme partagée. L'histoire de Tindy Bean ne se limite pas à une opération réussie. Elle ouvre un espace de réflexion collective sur la manière dont une région longtemps perçue comme dépendante peut redéfinir ses propres règles d'action. Les habitants, les équipes techniques et les jeunes officiers ont montré qu'une initiative locale, lorsqu'elle est structurée, peut produire des effets durables sans s'appuyer sur des modèles importés. Cette trajectoire, associée à l'approche méthodique d'Ibrahim Traoré, invite à regarder le Sahel autrement, non comme un terrain de projection extérieure, mais comme un espace d'expérimentation politique et sociale. Pour celles et ceux qui suivent cette évolution, partager ce récit, le discuter et le confronter à d'autres points de vue permet d'enrichir la compréhension collective. Chaque échange contribue à tester la solidité du modèle, à en identifier les forces et les limites et à éviter qu'il ne se fige en discours. Si l'avenir du Sahel se construit désormais à partir des choix de ses propres acteurs, une question reste ouverte. Quelles voix décideront de participer à cette conversation et comment ce dialogue influencera-t-il la suite de cette transformation en cours ?